Bienvenue sur F1 TV pour ce débriefing hivernal d'un genre un peu particulier à l'intersaison avec mon ami Yves Knoll que je retrouve avec plaisir. Ben oui, quel plaisir d'être avec vous. Et on va effectivement aborder ce mercato, mais qui a concerné dans la période récente plutôt les team principals, les managers d'écurie, que les pilotes, ce qui est un peu le monde à l'envers. Oui, et ça, ce n'est pas banal, hein, Pierre, parce qu'on parle toujours du mercato des pilotes. Hein. Évidemment, tout l'été, on a été occupé avec les transferts divers et variés, mais maintenant, il s'agit des team managers, et c'est vraiment une grande première, parce que c'est vrai que des transferts, il y en a eu, mais un domino pareil, jamais. Autant de mouvements, c'est vrai que c'est rare. Alors évidemment, tout part de la décision du management, du haut management du groupe Ferrari, de se débarrasser de Mattia Binotto. Mattia Binotto, qui est en place, quand même, enfin, qui est chez Ferrari d'abord depuis plus d'un quart de siècle, et puis qui est en place depuis 4 ou 5 ans, sans vraiment démériter, en tout cas, c'est l'impression qu'il me donne, parce que Mattia Binotto, d'abord, c'est un ingénieur très brillant, c'est un type qui a une parfaite connaissance du business, de la course. Alors évidemment, il paye sans doute les erreurs et les stratégies calamiteuses qui ont vu Ferrari un peu se prendre les pieds dans le tapis rouge, en l'occurrence, cette année. Le fait que le développement de la voiture n'a pas aussi passé l'été, pour des raisons qu'on peut analyser. Hein. Mais de là à tirer sur le pianiste, Yves, moi je me demande si Ferrari ne fait pas fausse route. C'est vrai que c'est un vrai point d'interrogation. Pourquoi a-t-on décidé de se séparer de Binotto alors que tout compte fait, l'écurie progresse? Ils ont accroché la 2e place au championnat pilote avec Leclerc, hein, in extremis. Alors on s'était dit, ok, c'est vrai que les rumeurs allaient bon train depuis tout l'été sur le remplacement de Binotto, mais étant donné qu'il y a eu quand même un peu un mieux en fin de saison et que Leclerc a réussi à sauver la 2e place et Ferrari aussi, on s'est dit, tiens, il y a progression dans la Scuderia Ferrari, Binotto va sauver sa tête. Eh bien non, apparemment, la corde, enfin l'élastique avait déjà cassé en été parce qu'on apprend que Fred Vasseur s'était mis à apprendre l'italien de manière intensive et donc il se tramait déjà quelque chose. Et à la Scuderia Ferrari, bon, on a décidé, ça suffit Binotto, il faut du nouveau sang si on veut un jour jouer le championnat du monde vis-à-vis de Red Bull et de Mercedes. Cela dit, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été champions du monde, et en 15 ans, on a eu, c'est le 5e team principal différent. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment la voie à suivre. Alors, Frédéric Vasseur, évidemment, on est ravis que ce soit un Français qui prenne la suite, tant qu'à faire. Et pour Fred Vasseur, c'est un challenge incroyable, parce que c'est vrai qu'il a une carrière assez brillante jusque-là. Il a pris son temps avant d'accéder aux responsabilités en F1, mais la réussite de ASM puis de Hart Grand Prix dans les formules de promotion a été... voilà, ça parle pour lui-même. Et puis Fred est un entrepreneur aussi. C'est quelqu'un qui a investi dans la Formule I avec Spark Technology. C'est quelqu'un qui est présent sur le management des pilotes. Donc il a une connaissance très, très globale du business de la course. Et donc, par contre, chez Ferrari, là, il va se prendre la toute grosse pression. Et on va voir si effectivement toutes ces expertises réunies après tant d'années, s'il peut tout mettre ensemble et faire marcher cette immense usine à gaz. Oui, Fred Vasseur est la personne indiquée pour mener la Scuderia maintenant. On ne voyait pas qui d'autre dans le fond avait tellement de bouteilles, tellement d'expérience comme lui. En plus, enfin, ils ont approché quand même Ross Brawn, Christian Horner et peut-être d'autres. Ils ont cherché, et c'est vrai qu'on a senti un certain désarroi de leur côté en se disant, bon, on se sépare de Binotto parce qu'il y avait erreur de casting. Binotto étant un motoriste très compétent, mais un team principal, on avait l'impression qu'il était un peu léger. Fred Vasseur, lui, c'est vrai, il a ce calme, il a cette détermination. On sent que c'est la personne indiquée. Il est copain avec Leclerc, ce qui est bien pour Charles. Maintenant, on ne peut pas parler d'années de transition. On va construire, on va faire des podiums. Non, Fred Vasseur est là pour gagner et vite. Oui, parce que Benedetto Vigna, le nouveau CEO de Ferrari, il a clairement dit
la deuxième place, c'est la première des perdantes. Il n'est pas question que Ferrari se fasse deuxième. Donc la pression, elle est sur Fred Vasseur et sur l'ensemble de la Scuderia. Alors, vu la manière dont Red Bull a quand même mis la barre très haut, on peut se demander si... Alors, je pense qu'on peut faire confiance à Binotto sur l'équipe technique en place et sur le développement qui a été mis. Le moteur, malgré le gel de la réglementation moteur, il semblerait que le moteur s'annonce être vraiment une balle l'an prochain. Bon, on a quand même constaté qu'en cours de saison, le développement chez Ferrari s'est ralenti. Alors, est-ce que c'est les effets de cette fameuse directive technique par rapport aux hauteurs de caisse, etc. Ou est-ce que c'est un choix stratégique de Ferrari de reporter les efforts sur la voiture de 2023, puisqu'on sait qu'ils étaient limite sur le fameux budget plafonné? On aura la réponse évidemment que dans cette nouvelle saison et avec Fred Vasseur aux manettes. Fred Vasseur qui semble-t-il aussi envie d'une politique un peu plus dirigiste avec les pilotes, puisqu'il semblerait qu'il a le souhait de clairement nommer un leader, en l'occurrence Charles Leclerc, ce qui va peut-être pas tout à fait plaire à Carlos Sainz. Non, Carlos Sainz a montré qu'il faisait de grands progrès. Il a gagné son premier Grand Prix en 2022. C'est un garçon qui est laborieux et qui, somme toute, n'est pas loin de Leclerc en performance pure, peut-être un dixième ou 2 dixièmes, mais il s'améliore. Donc, Vasseur a peut-être un problème de choix, c'est-à-dire que s'il montre clairement que c'est Charles son candidat, bon, il risque de faire grincer des dents du côté de chez Sainz, et ça pourrait peut-être être une erreur, parce que Sainz est très régulier, si on lui donne une voiture fiable, lui aussi peut jouer le championnat. Oui, en même temps, moi je pense quand même que Sainz n'a pas démontré qu'il avait le niveau de Charles en 2022. Alors oui, il a progressé, oui, il a eu des coups d'éclat, oui, il est assez régulier, mais... Regardez les qualifs, regardez la vitesse en course, même si Sainz parfois fait des très très bonnes courses, Charles est quand même nettement devant. Donc, désigner un leader, je trouverais ça relativement normal. Maintenant, en début de saison, c'est pas indispensable de dire il faut sacrifier les chances d'un pilote pour l'autre. Il faut peut-être attendre que les choses se décantent un peu au premier tiers de la saison, disons. Il ne faut pas sombrer dans la parano à la Jean Todt et Ross Brown à l'époque. Mais il n'empêche que la connivence entre Fred Vasseur et Charles Leclerc, elle ne va pas plaire à Sainz, père et fils, parce que c'est la famille Sainz quand même. Et on a déjà entendu que Carlos Sainz, père, le senior, aurait approché les gens d'Audi pour la suite de la carrière de son rejeton. Il faut se souvenir quand même que le père Sainz court pour Audi au Dakar et qu'il connaît tout le monde dans le groupe Volkswagen. Et puis bon, c'est intéressant de voir qu'Audi monte en puissance, même si officiellement ils ne seront pas encore là, mais le successeur de Vasseur chez Sauber, finalement c'est Andreas Seidl, ce qui était quand même une surprise, mais c'est un Allemand, c'est un gars du sérail, il a été chez Porsche, donc il connaît très bien les arcanes de la grande maison, et puis Seidl, c'est un type qui n'a que 46 ans, et qui a quand même une belle expérience, qui a déjà travaillé chez Sauber à l'époque BMW en F1, donc c'est l'homme de la situation pour ce défi Audi, même s'il ne va pas se concrétiser avant 3 ans. Absolument, c'est un grand coup d'Audi d'avoir attiré Seidl chez Sauber, parce qu'il a maintenant 2 voire 3 ans pour mettre les choses sur les rails, et ça, il sait faire. Il a prouvé chez Porsche, comme tu l'as dit. Il a prouvé chez McLaren aussi. McLaren qui était nulle part, et en 3-4 ans, il les a remis aux avant-postes, en tout cas, tout près du sommet. Donc, il a même amené une victoire, on se souvient l'année passée. Donc, ça, c'était un bon coup de le prendre chez Audi. Et puis, la carotte a dû être très intéressante parce qu'il est devenu CEO du Sauber Group, ce qui fait que ses responsabilités seront énormes. Maintenant, il va probablement tout changer en 2 ou 3 ans. L'année prochaine, statu quo, ça s'appellera Alfa Romeo encore toujours, donc ça sera un peu bizarre, avec Bottas et Guan Yu. Et on aura encore des Sauber à moteur Ferrari les 2 saisons suivantes, donc c'est pas encore Audi pour tout de suite. Ça sera un peu bizarre, mais il a du boulot. Oui, c'est clair que Seidl a du pain sur la planche. En même temps, c'est intéressant de voir comment Audi va s'y prendre. Sauber, c'est une équipe qui a eu des hauts et des bas.
Hein, avec BMW, ils ont gagné un Grand Prix, mais enfin, ça n'a jamais été beaucoup plus loin. Donc là, c'est vraiment des grandes manœuvres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces team managers de haut niveau, maintenant, deviennent des stars, au même titre que les pilotes, notamment sur la série Netflix. Et on voit que il y a des plans de carrière, quoi. Ce sont des mercenaires, ils passent de l'un à l'autre. Et regardez quelqu'un comme Seidel, alors il était chez McLaren à Woking, on peut comprendre que l'attrait de travailler pour Audi et d'être, il est originaire de Munich, il est bavarois, Seidel. Donc il va se retrouver entre Neuberg chez Audi et Hinwil à Zurich. Quelque part, il retourne dans son précaré et il a femme et enfant à Munich, Seidel. Donc il faut imaginer quand même la vie privée de ces gens-là, c'est pas évident non plus. Oui, les choses changent très fort, parce qu'on sent l'arrivée des grands constructeurs vraiment en mettant tous les moyens. Et Audi ne vient pas pour faire de la jouer les accessites, évidemment. Et donc ils ont pris Seidel. Et Seidel, aujourd'hui, les team managers, ils sont aussi payés comme des pilotes pratiquement. C'est aussi une première. Donc, comme je disais là tout à l'heure, la carotte devait être aussi financière et super intéressante. Et Zak Brown a dû laisser partir Seidel, l'a remplacé par quelqu'un qui était déjà dans la place. Quelqu'un de la maison, Andrea Stella, qui est tout à fait capable. Qui est capable, qui est compétent, qui n'a pas pour moi les compétences de Seidel. Donc c'est un peu une mauvaise nouvelle pour McLaren, à mon avis. Oui, cela dit, on va voir ce que ça donne, parce que sur le plan opérationnel, je pense que Stella n'a rien à envier à Seidel. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'il y a une telle tournante, un tel mouvement parmi les patrons d'écurie, et la différence par rapport au siècle dernier, c'est que les patrons d'écurie sont des employés, alors des employés bien payés, comme tu dis, des stars, mais des mercenaires, alors qu'avant, les patrons d'écurie étaient propriétaires de leur écurie. On parlait d'Enzo Ferrari, de Frank Williams, de Colin Chapman, de Ken Tyrrell, et même Ron Dennis. Donc c'est assez récent, ce phénomène des super managers et de leur impact. Alors, dernière équipe qui a également fait le ménage, c'est chez Williams, Ziv, avec Jost Capito et François-Xavier de Maison, le directeur technique, qui ont été débarqués. Là, sans doute aussi faute de résultats, ou en tout cas faute de perspective ou de confiance dans l'équipe en place. C'est un peu ce qui est arrivé à Binotto. C'est une rupture de confiance par rapport au management de John Elkann et au-delà de la galaxie Stellantis. Alors Williams, c'est l'équipe qui est dernière au championnat et qui est maintenant un peu orpheline. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, ça c'est la grande question, parce que quid de Williams, c'est Dorilton. Que vont-ils faire de cette écurie? Ils savent déjà qu'ils vont faire une immense plus-value le jour où ils vont vendre, donc ça c'était bien vu. Oui, parce que Dorilton Capital qui a racheté Williams, ils ont fait une belle affaire. Ils ont racheté ça à la famille Williams pour 130 ou 140 millions, je crois, y compris les dettes. Donc aujourd'hui, une équipe de F1, avec le business model que Liberty Media a mis en place avec ce système de franchise, ça vaut minimum 600 millions, même pour la plus mauvaise des équipes, en l'occurrence Williams. D'autant plus qu'on toque à la porte de la Formule 1, on veut y arriver. Andretti veut mettre les moyens pour racheter une écurie, il n'y arrive pas. On parle encore toujours, évidemment, de l'arrivée de Porsche, on ne sait pas où, on ne sait pas avec qui. On parle de ce milliardaire chinois qui veut lui aussi racheter une écurie de Formule 1. Donc tout ça fait que Dorilton, même s'ils sont derniers au championnat, ils savent qu'ils ont un bon coup à jouer, ils doivent bien négocier leur exit. Un jour, ils feront un exit. Et à ce moment-là, ils prennent la timbale et c'est bon. Alors c'est sûr que voilà, le paysage de la F1 va encore changer dans les années à venir, d'ici 2026, et la nouvelle donne de la motorisation. Mais en attendant, beaucoup de mouvements sur le marché, mais sur le marché des managers et des dirigeants des écuries de F1. C'est devenu un énorme business et c'est pas fini. Et l'année se termine d'ailleurs. C'est pas fini, mais la saison 2022, c'est fini. Et pour F1 ITV, on se retrouve en janvier avec une nouvelle émission. On va plutôt aborder le marché des pilotes cette fois et surtout les perspectives pour la saison 2023. D'ici là, bonne fête à tous et à bientôt, à la prochaine. Bonne fête!